partager mon écran pour juste le document. Mais peut-être que c'est mieux justement si je le fais sans partager l'écran, j'imagine, pour l'Internet. J'imagine que c'est mieux aussi, mais je pense que tout le monde a le document. Je vais le repartager à tout le monde dans le chat et on va vous inviter à suivre. Puis Sophie, tu peux peut-être nous guider sur les pages dont tu parles. Ouais. D'accord. OK. Puis aussi, je m'étais fait des notes, mais j'ai oublié mon cahier. Donc, je vais vous faire la présentation. Je m'en rappelle quand même en général, ça devrait bien se passer. Puis, je vais garder un œil sur le temps aussi pour essayer de rester à 15 minutes. Donc, vous êtes prêts et prêtes? Dites-moi aussi si jamais il y a des problèmes. Parfait. Puis, si vous avez des questions aussi, vous pouvez lever votre main à n'importe quel moment. Donc, en gros, ce que j'ai fait cet été, c'est de un peu regarder ce qui s'était déjà fait pour savoir, pour essayer de trouver une méthodologie pour mesurer l'impact environnemental du panier de la mesure du panier de consommation. Dans l'idée, au final, de voir un peu peut-être établir c'est quoi l'impact écologique de ce qu'on considère comme étant le minimum. Ensuite, l'idée aussi avec Simon, puis éventuellement, ce qu'on voudrait faire, c'est sûrement de comparer cet impact environnemental-là avec l'empreinte environnementale de niveaux de vie qui sont plus hauts, par exemple, de déciles supérieurs de revenus. Voilà, fait que j'ai fait ça avec l'IRIS. Puis, techniquement, l'IRIS, dans les prochains mois, si le projet continue bien, va calculer l'impact justement en suivant la méthodologie que je propose un peu dans ce document-là. Au début du document, donc à l'introduction, je présente justement, en gros, il y a deux choses auxquelles il faut porter attention quand il est question de mesurer l'impact de produits en particulier. Il y a premièrement quel phénomène on veut regarder. Puis ça, c'est dans le fond, de quoi on parle quand on parle d'impact environnemental. Est-ce qu'on veut regarder les émissions en CO2, les autres types de déchets, les besoins matériels, qu'est-ce qu'on considère comme étant l'impact environnemental. Puis sinon, ensuite, il faut aussi qu'on décide quelle méthode on utilise pour estimer cet impact-là. Il y a aussi deux différentes méthodes de partir plus de données macro pour aller les appliquer à des produits précis ou plutôt bottom-up, une méthode qui prend les produits en tant que tels puis qui regarde directement ces produits-là, comment, c'est quoi leur impact à eux. Fait que je vais vous présenter un petit peu ces différentes approches-là. Puis à la fin, je vais vous présenter quelle combinaison des approches que je pense qui serait la plus intéressante pour mesurer l'impact du panier. Puis au final, cette méthode-là, c'est une méthode qui se concentre sur les flux matériels et qui est basée sur une approche bottom-up qui commence plutôt sur des données sur les produits en tant que tels. Donc, celle que je propose, c'est la MIPS, la Material Input per Unit of Service. Puis, je vais revenir à ça en deuxième partie de la présentation. Fait que pour commencer, justement, à la page 2, donc un tour d'horizon, je présente, en fait, c'est quoi les deux méthodes, puis ensuite, les différentes options en termes de phénomène environnemental. Premièrement, la première des deux méthodes, celle qui est plutôt top-down, c'est l'analyse input-output environnementale. Ça, c'est une méthode qui part de données macro, comme je disais, sur les flux monétaires entre pays et les flux environnementaux entre pays, qui regarde ensuite, justement, en couplant ces deux types de données-là, c'est quoi, en moyenne, l'impact environnemental par dollar en fonction du secteur économique. Après, à partir de ça, avec ces données, on peut regarder un produit en particulier, regarder quel type de produit fait partie de quel secteur. Puis, en fonction de combien il coûte, on fait ensuite une règle de 3 pour voir
combien on estime son impact environnemental. En gros, le fonctionnement général, c'est ça. Puis, dans les analyses, justement, input-output environnemental, il y a entre 50 et 100 secteurs environ. Donc, on établit pour un certain pays l'impact environnemental par dollar pour justement de 50 à 100 secteurs. On a ces données-là, puis ensuite, ça veut dire qu'on peut seulement mesurer la différence d'impact entre des produits qui sont dans des secteurs différents. Si on regarde deux produits différents dans un même secteur, on va considérer qu'ils ont le même impact par dollar. Les bons côtés de cette méthode-là, c'est que vu qu'elle part du macro, c'est vraiment une méthode qui finalement va assurer une couverture complète des impacts environnementaux à l'échelle de l'économie. On est sûr qu'on n'oublie rien quand on regarde le produit, puis surtout, ça peut être très utile quand on fait une analyse avec beaucoup de produits, parce qu'au total, quand on agrège les données, ça va être plus près du total représentatif à l'échelle de l'économie. Mais comme je disais, une des grandes faiblesses, c'est qu'elle assume que chaque dollar dépensé dans une industrie donnée a le même impact écologique. Et donc, c'est pour ça que je pense que dans notre cas à nous, ce ne serait pas la meilleure méthode, parce qu'avec le panier de la MPC, on a des produits très précis. Puis nous, ce qu'on veut regarder, c'est justement le lien entre les différentes dimensions qui sont le prix, la nécessité, puis l'impact environnemental. Et donc, si on assume que le lien entre le prix et l'impact environnemental est tout le temps le même, ça nous empêche de regarder justement en quoi un produit cheap acheté au Dollarama est différent. Il y a un impact différent que quelque chose qui est aussi qui a le même prix, mais qui est de meilleure qualité. Puis ça pourrait pas être, puis qui répond par exemple à un besoin, un besoin premier. Bref, c'est ça. Fait que ça donne, je pense que cette approche-là serait difficile pour voir en fait des différences qualitatives entre différents produits. Voilà. Ensuite, donc, pour passer à la prochaine approche, les analyses du cycle de vie, au contraire, eux, sont bottom-up, puis commencent justement, je regarde le temps file quand même, commencent par regarder justement les produits regarder le cycle de vie des produits en tant que tel, puis de voir c'est quoi leur impact en regardant le flux de matière mobilisé de la production jusqu'à la dégradation. Voilà, je vais passer un peu plus vite, puis je vais directement aller dans les catégories d'impact. Dans le fond, on peut aussi ensuite, deuxième choix qu'on doit faire, c'est de regarder quelle dimension physique on regarde. On pourrait d'un côté surtout parler justement des émissions de CO2. C'est un des phénomènes qui est pertinent puis qui est important dans les médias puis avec les gouvernements. Ou sinon, si on passe ensuite à l'empreinte matérielle, certains diraient que plutôt que de regarder à des impacts particuliers de certains phénomènes environnementaux, de les CO2, l'érosion ou des choses particulières, la mesure de l'empreinte matérielle permet de donner un portrait plus global et donc de résumer toutes ces dimensions dans une mesure qui soit cohérente. Donc, l'empreinte matérielle, c'est quelque chose qui est utilisé souvent à grande échelle à travers le Economy-Wide Material Flow Accounting. Puis, aussi une manière d'utiliser l'empreinte matérielle à une petite échelle, à l'échelle de produits en particulier. Puis, moi, ce serait ça que je proposerais. Par exemple, un des indicateurs qui permet de faire ça, c'est justement la MIPS, donc qui part des produits en particulier, qui regarde le flux de matière qui est mobilisé dans la production, la distribution et durant tout le cycle de vie des produits. Puis ensuite, qui justement agrège ça ensemble
En fait, la MIPS en tant que telle regarde aussi, permet de comparer des différents produits en fonction de certaines unités de service et donc de voir comment, pour une même unité de service rendue par un certain produit, l'intensité matérielle peut varier. Mais dans notre cas, ce ne serait pas nécessaire de comparer avec les unités de service vu qu'on veut juste faire un total du panier de consommation. Peut-être s'il y a des questions après sur justement exactement l'empreinte matérielle comme mesure, on pourra en reparler dans les questions parce que, évidemment, c'est assez c'est intéressant, mais c'est pas nécessairement super facile à comprendre de premier abord si vous n'êtes pas familier avec ça. Mais maintenant, je dirais directement à la méthode suggérée qui est basée sur la MIPS. Puis en fait, je pense que ça serait la meilleure option pour le panier de la MPC parce que le degré de précision qu'on peut avoir en mesurant le produit particulier de certains produits est adéquat pour justement, est très similaire à au degré de précision qui est précisé par Statistique Canada avec le panier de consommation. Puis en gros, l'affaire avec la MIPS, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'analyses qui ont été faites dans le passé. Plusieurs auteurs ont contribué à justement mesurer l'empreinte matérielle de produits. Et donc, on a plusieurs bases de données qui datent de toutes ces différentes études qui donnent l'empreinte matérielle de produits génériques comme généralement des aliments, des produits alimentaires ou sinon des vêtements, des moyens de transport. Et donc, on a des données sur l'intensité matérielle, qui est en gros les flux matériels par kilogramme, par exemple, de poulet, exemple. Et donc, à partir de ça, on pourrait utiliser ça et comparer ça avec ce que la MPC recommande. En fait, ce que la MPC comprend en termes de kilogrammes de poulet, par exemple, et donc de mesurer l'impact en fonction des données d'intensité matérielle. Je regarde un peu. Donc, en gros, sinon, il va y avoir des questions justement qu'il va falloir se poser dans l'application des données de la MIPS pour la MPC. Puis, entre autres, une des réflexions, c'est que le panier en tant que tel définit une certaine quantité de biens, mais pas nécessairement leur utilisation. Donc, par exemple, un des exemples, c'est justement le transport en commun. Elle donne une passe de transport en commun sans nécessairement spécifier combien de trajets une famille ferait, par exemple, en un mois, une année. Évidemment, l'empreinte environnementale varie aussi en fonction de ça. Donc, il va falloir aussi prendre une décision sur quel impact, quelle utilisation on estime. Les deux principaux choix, ça serait sûrement de voir soit on utilise l'impact moyen ou soit on utilise l'impact minimum ou ce qu'on se considère qui est en lien avec les besoins de base, par exemple, du transport. Ça, c'est une des réflexions qui viennent de mon travail aussi, puis qui va falloir approfondir dans l'application du calcul. Puis sinon, peut-être je laisserai ça comme ça pour maintenant, puis j'ouvrirai directement à vos questions pour aller plutôt dans la direction de ce qui vous intéresse et ce qui reste encore pas clair. Voilà, j'espère que ça a été clair. Merci. Je peux m'occuper de prendre des questions, Sophie, mais je vais commencer par t'en poser une. J'ai l'impression que la question, moi je suis ravi du travail qui a été fait, puis je trouve ça vraiment très intéressant, mais j'ai l'impression que la question de l'accès aux données, notamment la question des données récentes pour la MIPS, est l'élément qui pose le plus problème. Peux-tu nous situer sur, admettons qu'on disait, parce que bon, je mets un peu de contexte pour tout le monde là, qui n'est pas au courant de ces travaux-là, mais
Donc, Sophie a fait ce premier travail. Ensuite, Christophe et Colin, Christophe, dont vous vous rappelez, là, qui a travaillé avec nous, ferait à l'IRIS une recherche pour essayer d'utiliser la méthodologie que Sophie propose pour l'appliquer à la MPC. Et tout ça, c'est dans notre rapport qui s'approfondit avec Statistique Canada, où on aurait le goût qu'un jour, ce soit le genre de choses qu'ils fassent eux-mêmes et qu'on ait ces données-là. Puis d'un autre côté, au niveau théorique et intellectuel, pour nous, c'est intéressant parce qu'on défend l'idée d'un minimum. On a ce minimum calculé par Statistique Canada, puis là, on peut voir combien ça coûte environnementalement parlant dans nos sociétés de faire aller ce minimum. Mais là, admettons qu'on veut faire le calcul maintenant. Est-ce que je comprends bien, Sophie, qu'on devra utiliser des données qui nous viennent d'ailleurs et des données qui sont assez datées en termes de calcul de l'impact environnemental de chacun des produits? Oui. Donc oui, en effet, je pense que c'est une des grandes faiblesses quand même de cette approche-là. C'est qu'on a des données qui ont été calculées dans d'autres contextes, donc surtout en Finlande, par exemple, un peu en Allemagne aussi. Puis, à travers les années, il y en a qui datent de 2015, mais il y en a qui datent aussi loin que 2008-2009. Donc, c'est sûr qu'évidemment, l'impact en fait des produits change à travers le temps et aussi à travers les endroits. Donc, il faut être conscient que c'est clairement une limitation. Mais les auteurs qui travaillent là-dessus continuent d'utiliser les données qui ont été établies à ce moment-là, puis justement continuent de construire là-dessus. Mais c'est ça, eux considèrent que c'est déjà mieux qu'utiliser d'autres méthodes comme les Environmental Input-Output. Et évidemment, ça serait intéressant dans le futur. Justement, en fait, je pense que c'est le gouvernement de la Finlande, entre autres, qui a subventionné des études pour établir et agrandir cette base de données. Donc, j'ai l'impression que ça serait très intéressant de faire ça aussi pour le Québec, puis éventuellement établir ces données-là nous-mêmes. Voilà. Mais ça a l'air d'être une calice de job de faire ça, là. Ça n'a pas l'air d'être léger, d'amasser ces données-là. Non, en effet, amasser ces données-là, je pense que c'est une très bonne job. Ça. Ouais. Merci. Merci, ça répond exactement à ma question. Puis je suis d'accord là, sur Environmental Input-Output, bien qu'on ait des données beaucoup plus récentes. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'y a pas d'avenir là pour nous parce que justement, la question de la différenciation des produits est trop importante. Est-ce qu'on a d'autres questions, réflexions? Oui, j'en vois. Vas-y, Joe. Oui, en fait, merci beaucoup pour la présentation. Donc, c'est tout un univers que je maîtrise très peu. Puis je pense que c'est ça, il y a tout l'enjeu au niveau méthodologique de comment bien calculer la MPC. La question que je me pose, qui est peut-être préalable à ça, ça a peut-être été discuté dans d'autres rencontres auxquelles j'ai pas pu participer. C'était en fait, pourquoi est-ce qu'on étudie cette chose? C'est quoi le contexte et quels sont les usages possibles qu'on peut faire de l'analyse, en fait, de l'impact environnemental, la MPC? Est-ce que ce serait, par exemple, de mesurer quelle est la différence entre la satisfaction des besoins de base puis le niveau de vie, par exemple, des personnes les plus riches? Est-ce que c'est pour rationaliser éventuellement un genre de niveau acceptable de bien de satisfaction, en fait, pour la population, tout en étant dans les limites planétaires, qui impliquent un certain calcul par les gouvernements de ce que ça prend minimalement? Est-ce que c'est pour la planification de l'économie? Je suppose un peu toutes ces choses-là, mais je me demande, une fois qu'on a établi la chose suivante, qu'on est capable, disons, de trouver la bonne méthode, qu'est-ce qu'on fait en fait de cette recherche? Puis à quoi ça nous sert au niveau stratégique, politique pour la suite des choses? Donc, c'est une question plus générale du contexte dans lequel ça s'inscrit, cette recherche très, très intéressante. Je peux peut-être commencer, puis Simon, si tu veux ajouter des choses après, tu pourrais y aller. Ouais, je pense que moi, ça a été beaucoup dans mes questionnements au début, puis justement les discussions aussi au début du processus, parce qu'évidemment aussi ensuite, ça affectait aussi quelle méthode serait la meilleure si on veut comparer ensuite le résultat avec d'autres choses. Puis je pense que c'est un petit peu toutes ces réponses. Je pense qu'à long terme, c'est justement de comparer
l'empreinte environnementale de ce qu'on considère qui équivaut relativement aux besoins de base, même si justement, il y a une critique aussi par rapport à ça. De comparer ça avec la consommation de personnes qui dépensent beaucoup plus d'argent, puis en fonction de justement ce qu'eux consomment. Donc, c'est comme probablement cette comparaison-là. Puis aussi, j'ai l'impression, à plus court terme, l'idée, c'est que cette étude-là serait aussi publiée indépendamment, juste en tant que telle. Fait que j'ai l'impression que le sens auquel dont on lui donnerait serait justement de voir c'est quoi l'impact écologique de ce qu'on considère comme étant le minimum. Et donc, une des conclusions possibles, c'est que si l'impact est plus élevé que ce qu'on considère comme étant l'impact par capita soutenable, ben c'est sûr que ça serait un résultat qui est très probable parce que la plupart des études qui ressemblent aux nôtres arrivent à cette conclusion-là. C'est que, premièrement, il faut qu'on trouve des manières de répondre aux besoins de base qui soient différentes que les manières du panier, avec les produits du panier, parce que les produits du panier sont peut-être trop polluants déjà. Puis ensuite, évidemment, c'est qu'il faut recomposer la consommation en général parce que toutes les personnes qui consomment encore plus que le panier de consommation, c'est-à-dire la majorité des gens, évidemment, ont un impact environnemental qui est aussi beaucoup trop grand. Donc, c'est un peu ces réflexions-là qui viennent. Puis justement, c'est sûr qu'ensuite, il y aura un travail, j'ai l'impression, on s'est concentré un peu plus rapidement sur qu'est-ce qu'on ferait, puis comment on le ferait, plutôt que tous les aspects plus justement stratégiques. Au final, on a passé un peu moins de temps là-dessus, mais ça partait d'idées aussi qui sont celles que je viens de présenter. Et donc, Simon, si tu veux ajouter des choses. Super, merci beaucoup. Je dirais juste une chose, c'est que, en effet, on a un risque assez élevé d'arriver à la conclusion que le panier de base ne correspond pas aux limites planétaires. Puis le panier de base de la MPC, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé dans le détail, bien là, Sophie, oui, là, mais pour les autres, là, je pense que Mathieu aussi a déjà fait le tour un peu. C'est pas super engageant, là. On n'a pas l'impression de vivre une vie particulièrement frivole, je vais dire ça comme ça, avec le panier de la MPC. Fait que ça pose des grosses questions. Puis au-delà de la question des choix de consommation personnelle, ça pose la question des structures de production et de la façon dont on produit et de la façon dont les produits sont importés, etc. Donc, toute la question du libre-échange est en arrière de ça aussi. Puis pourquoi prendre celui-là pour répondre en sous-main disons, à la question sous-entendue dans la question de Jonathan, pourquoi aller sur ça? Ben, je dirais qu'en gros, c'est parce qu'on l'a. C'est-à-dire que ce panier-là, il existe. C'est un panier mesuré chaque année, utilisé par StatCan. Fait que ça nous permet de partir de quelque chose qui est là, sur lequel tout le monde s'entend, qui est existant, puis tout ça, et à partir duquel on peut ensuite avoir une discussion pour dire, ben ce panier-là, il correspond à ça comme impact environnemental. Ça nous permet de parler du reste en faisant ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Je ne veux pas en ajouter longtemps parce qu'il y a deux autres questions. On commence par Mathieu et ensuite Fred. Ah, vas-y. Je vais peut-être juste rapidement répondre. Je pense que c'est un point vraiment important. Je suis vraiment d'accord aussi qu'au final, il ne faudrait pas que le discours général, ce soit les ménages en tant que tels consomment pas de la bonne manière, ils pourraient consommer d'une manière plus verte. Si c'est juste ça, évidemment, ce ne serait pas ça le but du rapport, puis il ne faudrait pas que cette idée-là semble découler de nos analyses. Fait que j'ai l'impression que l'emphase sur les structures de production, puis le fait que, en fait, socialement puis collectivement, on ne produit pas de la bonne manière, puis on n'a pas des bonnes structures pour être soutenable. Ça serait surtout ça, je pense qu'il faudrait mettre de l'avant. Ouais. Mais ouais, Mathieu. Oui, merci beaucoup pour la présentation, pour la discussion. C'est super intéressant. Moi, Sophie, en fait, je rebondirais un peu sur quelque chose que tu as dit puis que Simon a réitéré là.
Mais dans ton rapport, tu nous parlais un peu des résultats en Finlande là, qui tendent à suggérer que même donc ce qui est perçu comme étant le minimum est pas tenable environnementalement parlant. Est-ce que tu as d'autres résultats? En fait, une double question. En fait, je te demanderais juste s'il y a moyen d'élaborer un petit peu là-dessus, si tu en sais un peu plus sur cette recherche-là ou sur d'autres, sur les résultats qui ont été trouvés par rapport à ça. Et justement, la toute dernière chose que tu as dite, c'est là que je m'en allais avec la question, c'est quelles conclusions les auteurs ayant fait ce genre d'études-là tendent-ils ou elles à en tirer en général sur l'organisation sociale, la production, etc. Voilà, merci. Mhm. Ouais, ben je pense, si vous allez à la page 13 du document, justement, il y a les bases de comparaison du niveau de vie soutenable. Puis ça, en fait, c'est les personnes qui ont établi ce qu'ils considéraient comme étant soutenable, comme empreinte matérielle par personne. Puis donc, tu as la distinction entre deux choses, les activités privées des ménages, qui est pour la deuxième option, ou sinon, en général, le premier qui Bringetsu 2009 qui parle de la consommation privée et la consommation publique et la formation de capital. Et donc, la distinction aussi, on peut, justement, ça serait peut-être plus intéressant de se comparer à l'empreinte générale plutôt que de dire, de pointer vers ce qu'on considère comme étant seulement la consommation des ménages pour ouvrir la discussion plus en général. Mais sinon, les études qui ont fait ça déjà, puis qui ont vu que l'impact était plus grand, je pense que souvent, en fait, ils finissent par dire que justement, il faut recomposer la consommation, mais aussi, ça fait qu'il faut comme les deux aspects de recomposer la consommation et aussi justement changer d'approche en général. Puis, par exemple, je ne me rappelle plus, en tout cas, un des articles que j'avais envoyé à Simon au début du processus, justement, qui regardait ces données-là, puis ces études-là, puis qui disait justement la conclusion de ça, c'est justement qu'il faut aussi arriver à décroître pour décroître l'empreinte environnementale, il faut aussi décroître notre consommation en général et justement transformer la production, puis c'est des trucs qui dépassent seulement les choix de consommation. Je ne sais pas si ça répond bien à tes questions. Oui, oui, merci. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Fred? Salut tout le monde, merci Sophie pour la présentation. J'ai peut-être loupé des bouts, puis j'ai pas eu accès au document. Là. Si sur le Drive, je vais aller le consulter après la réunion. J'espère que je ne suis pas trop off, mais j'ai une question juste sur deux affaires. Est-ce que les analyses de cycle de vie ont été analysées ou peut-être même écartées? Si oui, pourquoi? Je pense qu'il y a pas mal de données là-dessus. Si on veut partir plus bottom-up, comme tu as dit, Sophie, d'une marchandise en particulier, puis recomposer un panier de consommation à partir de marchandises, disons, substituables à d'autres pour composer un panier de consommation X. C'est ça. Puis l'autre affaire, merci Simon, vite comme l'éclair, as usual. Je déduis que c'est le document. Tu déduis avec raison. L'autre affaire, c'est que je pense que si le résultat du rapport, c'est que même le panier de consommation, il bosse les limites planétaires, en fait, plutôt qu'un échec, on peut le voir comme un wedge politique pour une reprise de contrôle démocratique sur la production ou juste pour recomposer aussi la production sur des limites environnementales, là, de dissocier l'idée de confort matériel ou de niveau de vie avec le nombre de les besoins qu'on satisfait. Là. La manière de satisfaire un besoin n'est pas fixe historiquement, là, puis il va falloir recomposer la manière qu'on satisfait les besoins pour
diminuer l'intensité matérielle et énergétique de la satisfaction des besoins pour que ça fitte à l'intérieur des limites planétaires, ce qui ne vient pas nécessairement avec plus de privation matérielle. Ça peut donner un wedge politique au rapport, j'imagine. Peut-être que c'est par là que tu t'en allais ici, Sophie. Fait que 2 affaires sur... Oui, peut-être justement sur ta deuxième question, je pense que oui, en effet, c'est tout à fait ça, je pense, l'idée, puis ça va sûrement être ça, la ligne, justement, le message principal. Sinon, pour ta première question, en fait, dans le document, je parle d'analyse du cycle de vie. Je l'utilise avec le nom anglais de Life Cycle Analysis. Puis en gros, c'est qu'il y a 2 choses en lien avec l'analyse du cycle de vie. C'est en général, en fait, c'est en particulier une méthode dans laquelle on utilise, justement, on part des produits en particulier, puis ensuite, on mesure tous leurs impacts en lien avec différents facteurs de risque. Donc, on dit que, par exemple, ce produit-là qui a certaines données ou qui a certaines composantes matérielles a des impacts sur l'eutrophisation, sur justement d'autres facteurs de risque, évidemment les réchauffements climatiques, d'autres choses comme ça. Et donc, quand on parle d'analyse du cycle de vie, souvent, ça va être sur tous ces éléments-là. Puis ça nous intéresserait moins, vu qu'évidemment, ça donne des résultats qui sont très pluriels, puis il n'y a pas vraiment une seule mesure qui prend en compte tout. Mais ensuite, l'analyse du cycle de vie, c'est aussi, on appelle ça en fait les approches basées sur les analyses de cycle de vie. Puis ça, c'est en général juste une famille de méthodes qui utilisent, on appelle toutes les méthodes bottom-up comme ça. Donc, dans le fond, la méthode que moi je propose, la MIPS, ça fait partie des méthodes basées sur l'analyse du cycle de vie. Donc, voilà, j'espère que ça répond. Puis sinon, j'aurais peut-être un autre commentaire, mais est-ce que ça répond à cette question-là? Oui, mais je vais aller lire le document. Là, je pense que ça va être plus porteur avant de continuer la discussion. Merci. D'accord. Puis donc, l'autre commentaire, en fait, que je veux dire en lien avec peut-être la première chose que tu avais dite sur le discours et tout ça, peut-être une des choses aussi qu'il va falloir avoir en tête, c'est qu'éventuellement, si on compare avec l'impact environnemental de paniers plus représentatifs, par exemple, de la consommation de déciles très élevés dans les revenus, bien, une des conclusions qu'on va sûrement avoir, c'est que l'impact par dollar dépensé de personnes riches qui dépensent des produits de luxe, parfois, ce qui est argumenté ou genre ce qui sort d'études, c'est que l'impact par dollar, en fait, il diminue vu que des gens dépensent beaucoup d'argent aussi sur des produits de luxe qui n'ont pas nécessairement un impact environnemental plus élevé ou évidemment plus élevé, mais pas aussi plus élevé que le nombre d'argent qu'ils dépensent dessus. Je ne sais pas si, pour ça, évidemment, il faudrait qu'on... Peut-être que pour cette réflexion-là, il va falloir chercher un peu plus puis regarder, mais en fonction du revenu, l'impact environnemental par dollar peut varier, mais justement, fait une des conclusions possibles parfois, c'est que, un des discours, c'est qu'en redistribuant, en fait, l'impact environnemental augmente si on redistribue les richesses parce que les produits de première nécessité sont souvent, surtout la nourriture, sont souvent plus intensifs environnementalement. Fait que je vais juste lancer ça aussi parce que c'est pas quelque chose que j'avais partagé aussi même avec Simon. Fait que c'est peut-être juste des idées qu'on peut garder en tête pour justement dans le discours éventuellement parce que cette idée-là peut être problématique aussi comme conclusion. Voilà. Je vous ai partagé une capture d'écran que j'ai pris d'une étude que je pourrais partager tantôt, là, que Pinot m'avait envoyée pendant la campagne où il y avait, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi avec attention la campagne québécoise, il y avait des petits débats où on s'amusait à parler de la taxation du capital des plus riches. Le document que je vous envoie là, c'est sur la pollution la pollution par, disons, strate de revenus de la population. Puis je suis d'accord avec Sophie que la pollution par dollar ou l'impact environnemental par dollar n'est pas nécessairement le même chez les plus riches.
Mais ça peut aller dans les deux sens, là, évidemment. Quand tu as accès à t'acheter un jet privé, ton impact environnemental par dollar est pas mal élevé. Mais bon, bref, c'est à réfléchir à cette question-là, mais c'est sûr que ça va être la prochaine question de ce type de recherche-là. Notre ami, quand on va commencer à vouloir essayer de mesurer les plus fortunés, qu'est-ce qu'ils dépensent puis quel impact ça a, on va être bien pogné avec notre affaire de pauvres. Ce ne sera pas simple de partir de là. Il va falloir avoir d'autres stratégies probablement. Vas-y, Mathieu. Peut-être la dernière question là, avant qu'on passe à notre poutine. Oui, parfait. En fait, tout ça, c'est super intéressant. C'est sûr que ça fait ruminer bien des choses. Deux petites questions, puis ça se pourra, Sophie, que tu me répondes non très rapidement à ces deux-là, puis ce sera d'autres choses, mais deux petites questions reliées. Je me demandais, ce genre d'analyse-là, avec lesquelles je ne suis pas très familier, est-ce que c'est fait de manière dynamique dans les deux sens suivants? D'une part, dans un sens, disons, de multiplicateur, là, de dire, si on commence à consommer plus vers telle industrie, quel genre d'impact ça a sur d'autres industries, là? Puis, donc, comment est-ce que ça réoriente les flux, si on réoriente les flux de revenus ou les flux de dépenses, comment est-ce que ça réoriente ensuite l'organisation économique, mais sur plusieurs étapes. Et d'autre part, on a déjà discuté il y a quelques mois de toutes les différentes tendances dans le milieu environnemental, puis il y a les techno-optimistes. Entre autres, est-ce qu'il y a aussi une analyse de comment est-ce qu'à travers le temps, l'empreinte peut baisser pour certains produits, certaines zones, certains secteurs, puis à ce moment-là, c'est de calculer un rythme duquel on peut s'attendre que certains secteurs se transforment à travers le temps, que ce soit à cause que la technologie a changé et ou que l'organisation sociale de la production autour de ces choses-là ait changé. Voilà. Deux questions très intéressantes, mais je pense en effet que la réponse en général, c'est non pour les deux, surtout en lien avec l'indicateur dont moi j'ai parlé. Pour la première question, en fait, il n'y a pas vraiment, ça ne prend pas en compte comment la réorientation de la consommation pourrait justement avoir des effets sur d'autres secteurs parce que ça ne parle pas de réorienter directement la consommation. Ça fait seulement mesurer l'impact de produits en particulier et non pas de si on ajoute plus de produits, si on diminue. On ne parle pas de modification de la consommation, c'est vraiment juste les produits en ce moment. Évidemment, c'est quand même une limitation de ça. Puis sinon, un peu même chose, ça revient un peu à la même réponse en fait pour la deuxième question c'est pas en lien avec les tendances. Puis vu que c'est un indicateur qui est relativement récent puis relativement localisé vu qu'il n'y a pas eu énormément d'études là-dessus, c'est pas encore à l'étape de parler de la variation d'impact à travers le temps de certains secteurs ou de certains produits. J'imagine que pour ça serait beaucoup plus en lien avec la Environmental Input-Output parce que justement, c'est en lien avec l'impact par secteur. Pour certaines économies, ça a été calculé à travers beaucoup de pays, à travers plusieurs périodes de temps, puis c'est par secteur. Fait que j'ai l'impression pour ce genre d'informations-là, ce serait plus avec ce genre de méthode. Ah, OK. Bon. Merci beaucoup, Sophie. Bengi? J'aurais posé ma question en anglais, mais on peut discuter en français. And it's not really a question as much as kind of a follow-up with what you said. And I think my main problem with this let's say kind of study or approach is that it focuses us on the consumption side, right? And like one of the findings that Sophie, you underlined is that if we redistribute from the rich to the poor, it will have through consumption effects, it will have a higher environmental impact. And I don't think this is the political message we'd like to be kind of going out with. And so I think the dynamic modeling or the dynamicism of consumption and how the redistribution itself could lead to changes in consumption patterns, or it could lead to changes in production patterns, should be somehow
a part of the discussion. So I just wanted to kind of, yeah, highlight that. And like, if like what kind of methodology would be more, I was kind of going to ask a similar question. What kind of methodology would be more amenable to kind of broaden the discussion kind of from away from moralizing consumption and kind of looking at the dynamic impacts? Mm-hmm. Yeah, I can answer in English as well. I think I really agree with your point, and I feel like I don't see a direct like change possible with the methodology we use with this project, because I feel like the problem is also kind of set with the project itself, the fact of measuring the impact of the basket, which is of course already just a set of products. And I feel like maybe, yeah, I feel like I really agree that we would need to frame the question in a different way. And for that, maybe we'd need to add some other elements of analysis to the communications or public communications we'd have with at the end of this project. And I think for that, it's kind of an ongoing process, but that I think is really necessary. So I think that would be my answer for that. Thank you. Well, thank you everyone. Je pense qu'on arrive à la fin de la présentation et de la période d'échange. Merci Sophie pour tout ce travail et puis pour le partager avec nous aujourd'hui. Je pense que c'était très stimulant pour tout le monde. Puis il y a un beau travail qui a été fait et qui nous aide à avancer. Pour les autres, Sophie aussi d'ailleurs, on est en train de conclure avec Christophe et Colin à l'IRIS que la suite du travail se ferait probablement autour de février. Donc, livraison d'un résultat de recherche plutôt là, en mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui va sortir de ça et qui ouvre la porte à toutes les autres questions, mais qui nous donne au moins un premier élément à partir duquel on peut travailler. Oui, des éléments de nouvelles, mais aussi des éléments de recherche pour la suite. Donc, on vous reviendra là, quand il y a des travaux qui auront été faits là-dessus et qui nous permettent d'avoir la réflexion sur la question du minimum, une question qui nous a beaucoup intéressés dans les dernières années, c'est quoi le minimum vital, puis à quoi ça correspond en termes de consommation.